m'appelle Alice Bacci, je suis business analyst depuis 2008, je suis également blogueuse puisque je suis auteure et j'ai créé le site bestofbusinessanalyst.fr et également depuis peu une école en ligne qui permet de se former au métier de business analyst. Donc si vous voulez vous renseigner sur mes formations, allez voir sur mon blog, il y a un onglet qui est prévu pour ça. Je suis également membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre français. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter également pour recevoir plein d'informations. J'en envoie toutes les 2 semaines, il y a des articles, des vidéos, il y a plein d'informations sur les événements. Récemment, j'ai publié les résultats du sondage sur la rémunération des business analysts avec 82 réponses. Alors c'est un petit panel encore, mais j'espère que je pourrai en refaire un autre de sondage qui regroupe plus de réponses, qui soit un peu plus représentatif, mais c'est déjà un bon début. Donc si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez déjà dû recevoir les résultats hier. Vous pouvez également vous inscrire sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, etc. Comme ça, vous aurez des informations complémentaires. Alors, aujourd'hui, le sujet du live, c'est la question suivante. Quels sont les livrables incontournables en business analyse ? Vous me connaissez, j'aime bien faire un petit plan de ma réponse. Donc, je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'un livrable. Ensuite, je vais vous expliquer ce que sont plutôt les livrables de la business analyse dans les projets de système d'information traditionnels, qui ne sont pas du tout les mêmes que les livrables de la business analyse en système d'information pour les projets gérés de manière agile. Donc ça va être ma 3e partie. Et après, je ferai également un focus sur les livrables lorsqu'on est business analyst, gouvernance ou métier, qui sont également encore d'autres livrables. Donc je vous expliquerai cela pendant ce live. Vous voyez, il y a pas mal d'informations. Je vais essayer de faire plus court que d'ordinaire. Je vois que mes lives ils deviennent de plus en plus longs et je pense que c'est trop en fait pour que vous vous laissez apprendre pas mal d'informations, mais je pense qu'il faut que je synthétise. Donc je pense qu'en 2021, je vais essayer de faire des lives qui dépassent vraiment pas les 20-25 minutes, quitte à faire plusieurs lives sur des sujets différents. Je vais essayer d'agréger ça un petit peu. Alors, première chose à comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un livrable ? Donc il faut d'abord comprendre qu'un livrable, c'est une notion qu'on retrouve dans tout ce qui est gestion de projet. Parce que quand on fait une conduite de projet, eh ben, ça débouche sur un produit, sur un service, sur une nouvelle organisation, voilà, sur plein de choses selon la demande du client. Et donc cette finalité d'un projet, c'est appelé un livrable. C'est donc un résultat tangible d'une production réelle qui est appréhendable, qui est mesurable, qui est attendu par le client final. Et un projet, il peut bien sûr aboutir sur plusieurs livrables. Alors, malgré tout, cette notion de livrable, elle ne se limite pas à l'aboutissement d'un projet, puisqu'il y a également des réalisations intermédiaires. Ça peut être des documents de travail, des budgets, tout ce que vous voulez. Et ça aussi, ça s'appelle des livrables. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux finalités. La finalité du projet en lui-même, qui est vraiment le résultat attendu par le client. Et puis, il y a les livrables intermédiaires. Donc les destinataires de ces livrables, c'est qui? C'est bien entendu le client final. Ou alors si je me positionne dans un projet de système d'information, vous êtes consultant pour une société de services et par exemple moi je suis freelance. Et souvent je passe par des sociétés de services qui elles auront un client final. J'ai des livrables moi à titre de business analyst freelance envers l'ESN qui me porte chez le client final. Donc il peut y avoir un empilement de livrables en fonction en fait des résultats que vous devez produire. Donc les destinataires des livrables, c'est le client final ou le client intermédiaire dans le cas d'une sous-traitance, comme en ce qui me concerne. Vous avez également le comité de pilotage et puis vous avez les membres de l'équipe projet. Donc ça, c'est les destinataires des livrables. Quelques exemples de livrables. Lorsqu'ils sont adressés aux clients finaux, vous pouvez trouver bien entendu une application logicielle. Le livrable, c'est le logiciel que vous êtes censé concevoir et après développer et mettre en œuvre. Ça peut être un produit physique, une construction, une machine, un procédé. Ça peut être une maquette fonctionnelle. Ça peut être des rapports d'audit, d'études, etc. Ça peut être également tout ce qui est documentation, mode d'emploi. Ça peut être également des plans de formation. Donc ça, c'est tout ce qui peut être potentiellement destiné aux clients finaux. Excusez-moi. Ensuite, vous avez les documents livrables, qui sont propres à la gestion de projet. Et pour cela, vous avez par exemple tout ce qui est études de faisabilité, études de risque,
plan d'assurance qualité, appel d'offres, documents de cadrage, tout ce qui est compte rendu également, ça peut être un livrable, support de présentation, etc. Tout ça, ça peut être des livrables intermédiaires en fait qui sont à présenter et à livrer dans le cadre d'un processus de gestion de projet. Alors, quand est-ce qu'on définit les livrables et à quel moment en fait dans un projet ou avant le projet? Alors, les livrables attendus par le client final du projet, ils vont être définis dans le cahier des charges. C'est vraiment le document dans lequel ça va être écrit noir sur blanc quels sont les livrables attendus pour tout simplement, par exemple, déclencher une facturation ou déclencher la phase suivante du projet. Les livrables intermédiaires du projet, quant à eux, sont établis par le chef de projet en tout début de projet. Donc le projet a été validé, lancé, il y a un budget, l'équipe projet a été mise en place et vraiment une des premières tâches qui vont être faites sur le projet, c'est le chef de projet qui va s'en charger, ça va être de préparer sa feuille de route. Dans la feuille de route, il va indiquer des jalons et les livrables intermédiaires du projet qui vont être attachés à ces jalons. Un petit point aussi de petite piqûre de rappel ou pas, parce que si vous êtes débutant, vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un jalon, ou si vous n'avez pas travaillé dans les gestions de projet, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Un jalon, c'est juste en fait, il marque la fin d'une étape d'un ensemble de tâches. Et les tâches, c'est des actions, tout simplement. Donc, dans votre feuille de route, c'est marqué, je ne sais pas moi, conception fonctionnelle. Ça, c'est un ensemble de tâches qui vont permettre de faire ces activités de conception fonctionnelle. Et à la fin du jalon, vous aurez des livrables qui vont... Donc le jalon, il va être indiqué sur le calendrier, sur le planning. Et vous aurez des livrables qui vont être livrés, justement, fournis à l'occasion de la fin de cet ensemble de tâches, et donc de ce jalon. Et donc le livrable produit, il matérialise concrètement l'achèvement de cette étape. Et c'est donc un résultat, contrairement à une tâche qui est une action. En deuxième partie, je vais vous expliquer ce que sont les livrables de la business analyse dans le cas de projets de systèmes d'information. Donc vous voyez, je suis dans les systèmes d'information, mais encore plus précisément dans le cas de projets de systèmes d'information traditionnels. Alors j'en ai souvent parlé, la gestion de projet, elle a plusieurs approches. Il y a ce qu'on appelle les cycles en V, en cascade, les modèles incrémentaux, les modèles en spirale, etc. Donc si vous ne connaissez pas du tout la gestion de projet, j'ai fait déjà des lives dessus, il y a des vidéos qui sont sur YouTube. J'ai fait également des petits topos très synthétiques sur mon site, n'hésitez pas à les regarder. C'est vraiment une information extrêmement importante à maîtriser quand on est business analyst pour que vous compreniez ce que c'est qu'une gestion de projet, comment ça s'articule, comment vous en tant que business analyst vous allez intervenir dessus, parce que vous ne travaillez pas de la même manière. Si vous êtes business analyst sur un projet géré de manière traditionnelle, par exemple cycle en V, ou alors même un projet qui est en spirale, ou encore de type RUP, qui est incrémental itératif, qui est à cheval entre l'agilité et les modèles plus traditionnels. Et puis vous travaillez aussi très différemment si vous êtes business analyst agile. Donc vraiment, c'est quelque chose que je vous engage à faire, c'est à vous renseigner ce que c'est la gestion de projet, surtout dans les systèmes d'information. Alors les livrables de la business analyse dans les projets traditionnels, en fait je vais aller de manière plus globale, pas que les projets. Je vais parler d'un cycle de vie d'une solution. Quand vous allez, en tant que business analyst, travailler sur une solution informatique, par exemple sur un nouveau logiciel, il y aura une phase d'avant-projet, ou avant que le budget soit débloqué, avant que l'équipe projet soit mise en place, vous allez participer à la réflexion sur la faisabilité de la mise en œuvre d'un besoin. Donc le client, il peut très bien savoir qu'il a une problématique à résoudre, mais il ne sait pas comment y répondre. Est-ce que ça va être en changeant des processus? Est-ce que ça va être aménager le système d'information existant? Est-ce que ça va être de créer carrément un autre logiciel? Il peut y avoir mille et une possibilités pour satisfaire un besoin de changement. Et donc vous, en tant que business analyst, vous pouvez être amené à travailler sur cette phase d'avant-projet. Et là, les livrables, ça sera essentiellement ils seront essentiellement de deux cas. Ça sera l'étude d'opportunité et le business case. Étude d'opportunité, c'est vraiment de réfléchir, est-ce qu'il est opportun de répondre à ce besoin de changement. Et à l'intérieur de cette étude d'opportunité, vous allez faire en général des études, des analyses de besoins, des analyses de l'existant. Vous pouvez faire des analyses comparatives, vous pouvez faire également ce qu'on appelle des benchmarks, des analyses, non, ça c'est analyse comparative, pardon, benchmark, et vous pouvez faire des analyses d'écart. Donc à l'intérieur de l'étude d'opportunité, qui
peut être un gros document, vous pouvez avoir à l'intérieur d'autres analyses qui, en dehors du contexte pré-projet, peuvent être considérées comme des livrables à part entière. J'y reviendrai juste après. Après, il y a une autre chose, un autre livrable en pré-projet, c'est ce qu'on appelle le business case, c'est l'analyse financière. Ce qui va vous permettre de savoir si vous avez un retour sur investissement suffisamment solide pour décider et pour aider à la décision des managers et dire ok, on va pouvoir mettre du budget dessus parce que le retour sur investissement par rapport à cet investissement sur ce projet, il est convaincant. Donc voilà, avant projet, les deux livrables principaux, c'est étude d'opportunité et business case. Ensuite, dans le cadre d'un projet, là on est dans le cas où le projet a été validé, le budget a été débloqué et potentiellement, eh bien, il y a eu un contrat avec un fournisseur parce que le client final n'a pas les ressources en interne ou n'a pas les compétences en interne. Donc il va s'adresser à des fournisseurs, par exemple une société de services en informatique, un intégrateur, un éditeur, peu importe, pour réaliser ce projet. Et dans ce cas-là, le cycle de vie du projet, c'est sur les projets de gestion, enfin gérés de manière traditionnelle, c'est toujours la même chose. Vous avez au début le cadrage du besoin. Donc vous basez sur un cahier des charges, mais c'est jamais suffisamment précis pour pouvoir démarrer de suite sur la conception fonctionnelle et la solution, et le développement de la solution. Donc en général, on commence par un cadrage du besoin et cadrage du périmètre fonctionnel. C'est là qu'on va dire, attention, dans ce projet, on va uniquement s'adresser à la filiale française. On fera les filiales allemandes, espagnoles, etc. dans un autre temps. Donc là, on cadre. Ça peut être les filiales, ça peut être un besoin métier qui est cadré, ça peut être, voilà, on va faire une application, mais uniquement pour je sais pas moi, un type de produit en particulier, et on va pas faire un autre type de produit qui est peut-être spécifique et on estime qu'on mettra le budget plus tard, peut-être dans un autre projet. Donc là, c'est vraiment le cadrage du périmètre fonctionnel et du besoin. Après, vous allez faire tout ce qui est gouvernance et pilotage de la business analyst. Donc en tant que business analyst, il est bon que vous ayez avant de commencer vos activités, parce qu'après vous allez être un petit peu noyé dans le quotidien et dans les urgences, il faut que vous preniez un peu de recul, que vous prépariez tout ce qui est gouvernance. Comment vous allez en fait évaluer la performance de vos activités d'analyse métier? Quels sont les indicateurs qui peuvent permettre à vos managers, aux chefs de projet, aux clients et au niveau des jalons, de montrer que vous avez avancé dans le bon sens ou qu'il y a des choses éventuellement à revoir? Également, faire une feuille de route de la business analyse, parce qu'effectivement, ça c'est le chef de projet en général qui le fait, mais souvent en tant que business analyst, nous on va aller dans plus de détails, parce que si sur un projet, vous savez que vous allez devoir produire des spécifications fonctionnelles détaillées, en réalité, pour y arriver à ce livrable, vous allez devoir décomposer en tâches plus fines, en atelier de travail, en analyse, parce que peut-être qu'avant de faire les spécifications fonctionnelles détaillées, vous allez faire une analyse des besoins, une analyse d'écart, une analyse de l'existant, et ça, c'est peut-être pas indiqué comme livrable dans la feuille de route du chef de projet. Donc il est de votre ressort, à vous, business analyst, de faire attention que tous ces petits jalons intermédiaires, ces activités et des livrables intermédiaires sont bien indiqués. Pourquoi? Parce qu'après, il faut pouvoir les chiffrer. Et si on vous donne des délais inatteignables, il faut que vous puissiez dire à votre chef de projet, au client, attention, là, avant de pouvoir vous livrer tel document de conception, eh bien, il faut que je fasse tout ça. Donc ça se chiffre, ça se réfléchit. Alors, normalement, c'est au chef de projet de faire ça. Mais on est souvent, en tant que business analyst, à avoir ces deux casquettes, chef de projet et également business analyst, qu'on appelle chef de projet MOA, en France en tout cas. Donc, je vous le mets parce que c'est quelque chose d'important. Voilà, et je ne veux pas que vous arriviez sur une mission en disant « Oh là là, je ne comprends pas, par où je dois commencer, quelles sont mes activités, quels sont mes livrables ». Voilà, sachez que ça, c'est potentiellement un livrable que vous pouvez fournir. Après, il y a quelque chose qui n'est pas tout le temps fait, qui s'appelle l'ingénierie des exigences. L'ingénierie des exigences, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais en gros, c'est être capable de faire le lien entre un besoin métier exprimé, une exigence de la solution. Donc, on est besoin métier, ça n'a rien à voir avec une solution. Quelle que soit la solution, le besoin, il existe. J'ai besoin de boire du café le matin, peu importe que ça soit un espresso avec une machine à la maison, que j'aille me l'acheter au café du coin ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous voyez, la solution n'est pas la même que le besoin. Et donc l'ingénierie des exigences, ça va faire le lien entre le besoin du client,
les exigences de la solution, c'est-à-dire les fonctionnalités et les exigences non fonctionnelles, et puis les cas de test que vous allez rédiger à la fin, une fois que le développement de l'application aura été fait, ou de la solution de système d'information aura été faite. Et donc, il faut que vous soyez capable de faire ce lien, et c'est ce qu'on appelle la couverture des exigences. Donc ça, l'ingénierie des exigences, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, parce que notamment, quand vous allez potentiellement travailler sur tout ce qui est maintenance évolutive et corrective, il y a beaucoup d'équipes de maintenance qui arrivent avec des business analysts qui n'ont pas participé au projet évidemment avant, et il n'y a pas de documentation, c'est pas tracé, tous ces liens là ne sont pas tracés, et c'est vraiment un petit peu compliqué pour eux de travailler de manière efficace. Donc en termes de livrables, je récapitule juste ces 3 premiers points. Vous pouvez être amené à donner un document de cadrage pour cadrer le besoin. Vous pouvez être amené à donner une feuille de route de la business analyse, donc pas du projet, mais uniquement des activités de business analyse. Ça peut être un livrable. Vous pouvez être amené à mettre en place l'ingénierie des exigences, et donc à potentiellement mettre en œuvre un outil. Il y a des outils qui sont spécialisés qui permettent de tracer tout ça. Donc ça peut être un livrable, hein. Je dis bien ça parce que ça dépend encore une fois de ce qui vous est demandé. Après, on va rentrer dans tout ce qui est conception fonctionnelle, mais juste avant, souvent, on peut faire, ou alors en tout cas en début de la conception fonctionnelle, on peut faire tout ce qui est analyse. J'en ai parlé, hein, analyse de l'existant, analyse des besoins, benchmark, donc analyse comparative, gap analysis, qui est l'analyse des écarts, analyse des risques. Tout ça, en fait, ça peut être des livrables, c'est-à-dire, encore une fois, le résultat d'une activité. Mais parfois, ça n'est pas un livrable, c'est juste une activité. C'est pour ça que, par exemple, dans mon site, je ne l'indique pas comme un livrable, mais plutôt comme une activité. Tout dépend, en fait, de ce qui a été, on va dire, contractualisé entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Des fois, vous le verrez apparaître dans votre liste de livrables, et des fois, vous ne le verrez pas, mais ça sera un prérequis pour rédiger votre livrable, par exemple, une spécification fonctionnelle. Alors après, on passe dans la conception fonctionnelle, et là, je pense qu'on est tous les business analysts connaissent ces livrables. C'est tout ce qui est spécification fonctionnelle générale, spécification fonctionnelle détaillée, le glossaire, les règles métiers, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est également maquette, prototypage, tout ce qui est également ce qu'on appelle les UX UI design, même si ce n'est pas forcément le business analyst qui va le faire, mais ça peut être le UX UI designer. Je suis désolée pour celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça, je vous invite à aller regarder soit d'autres vidéos, soit mon site, mais je ne peux pas m'étendre dessus. Mais voilà, vous verrez déjà pas mal d'informations sur mon site, sur tout ce que je vous ai indiqué là. Donc ça, ce sont des livrables extrêmement connus, et quasiment tout le temps, on les appelle des livrables et pas autrement, hein. C'est vraiment quelque chose qui sanctionne la fin d'une étape. Ensuite, vous avez la partie qui concerne le test et la recette. Alors le test et la recette, c'est lorsque le logiciel par exemple a été développé par l'équipe de dev, ça va être testé sur le plan fonctionnel par le business analyst qui va vérifier que les fonctionnalités sont en adéquation avec les spécifications fonctionnelles détaillées. Et également les règles métiers, la modélisation, etc. Et donc le business analyst, il va être amené à faire en général une stratégie de test. Ça peut être un livrable. Il peut également être amené à concevoir les tests métiers. Donc ça aussi, c'est des livrables. Vous allez préparer vos cas de test, vos jeux de test, vos jeux de données. Ça peut être donc tout ça des livrables, encore une fois. Et puis, vous allez éventuellement implémenter vos cas de test dans un outil dédié. Parfois, c'est Excel, donc là, il n'y a rien à livrer. Mais parfois, c'est dans un outil spécifique qui est prévu pour le test fonctionnel ou pas d'ailleurs. Et ça sera un de vos livrables également. Et vous pourrez dire, tel jour, ça y est, j'ai fini ce livrable, et le chef de projet est au courant que vous avez livré, c'est un livrable intermédiaire. Et puis également, vous avez tout ce qui est exécution et reporting de tests. Donc normalement, pour l'International Institute of Business Analysis, un business analyst ne devrait pas être testeur. Mais dans la réalité, on teste souvent. Quand on est business analyst, on est souvent amené vraiment à les exécuter, ces cas de test. Donc moi, je l'ai mis dedans. C'est exécuter les cas tests et après reporter, c'est-à-dire signaler combien il y a d'anomalies majeures, mineures, critiques, en cours de correction, etc. Quelles sont les fonctionnalités impactées et qui ne pourront pas être déployées parce qu'il y a des bugs importants en cours, etc. Donc cette partie-là, ça peut être également un livrable, c'est-à-dire, alors admettons toutes les semaines vous avez un steering committee ou un comité opérationnel.
Et en tant que business analyst, vous pouvez avoir comme livrable de fournir ce reporting. Vous pouvez avoir également tout ce qui est documents de formation utilisateur. Si on vous demande d'aller former les utilisateurs finaux, eh bien, vous devez préparer tous ces documents et ça sera considéré comme un livrable. Alors après, là, je vous ai parlé de tout ce qui était phase de avant-projet, la phase, toute la partie projet en tant que tel. Après, il y a eu le go live, c'est-à-dire que voilà, on s'est arrêté sur un périmètre, tout le monde est d'accord, le client, la maîtrise d'œuvre, tout le monde est d'accord sur le fait que le logiciel peut être déployé en production et donc être utilisé par les utilisateurs finaux ou les clients de l'entreprise s'il s'agit d'une application qui est adressée à des clients de l'entreprise. Et il va y avoir une phase de garantie et au-delà de la phase de garantie, il y a ce qu'on appelle la maintenance évolutive ou corrective. Ça a parfois d'autres noms, il y a des entreprises qui l'appellent mise en prod, d'autres qui l'appellent mise en prod, d'autres qui l'appellent le mode run. Bon, adapté à ce que vous connaissez vous sur vos projets, mais de manière générale, sachez que c'est de la maintenance. On maintient une application qui va avoir un cycle de vie jusqu'à sa mort, jusqu'à son obsolescence. Et avant que cette application ne soit obsolète, il y a d'une part la maintenance corrective qui va avoir comme objectif de corriger les bugs qui vont être reportés et d'autre part la maintenance évolutive qui va avoir comme objectif de faire évoluer l'application en fonction de nouveaux besoins qui vont émerger tout au long de la vie de cette application. Quand vous êtes business analyst dans cette phase de maintenance, la maintenance corrective en général, vos livrables, c'est la mise à jour des spécifications fonctionnelles détaillées, des règles métiers du glossaire. En général, c'est que ça. Et également l'exécution et le reporting des tests. En général, vous mettrez en commentaire si vous avez d'autres livrables qui vous sont demandés, mais c'est à peu près tout ce qu'on vous demande en termes de livrables. Si vous êtes par contre en maintenance évolutive, donc là, on va vous demander de faire évoluer l'application sur une petite portion ou de rajouter une fonctionnalité. Ce n'est pas toute l'application, c'est vraiment une petite portion. Dans ce cas-là, on va tout simplement reprendre ce que je vous ai dit au niveau des livrables en mode projet, sauf que ça va être sur le périmètre restreint à la modification demandée. Donc on peut avoir par exemple une mise à jour de spécifications fonctionnelles détaillées ou alors deux nouvelles spécifications fonctionnelles détaillées mais dédiées uniquement à cette modification demandée. Peut-être mise à jour des règles métiers, mise à jour nouvelle modélisation ou mise à jour d'une modélisation existante, peut-être une maquette qui est vraiment dédié à cette modification en particulier. Également, peut-être qu'on va vous demander de créer des nouveaux tests, puisque peut-être que les tests déjà réalisés auparavant, il faut les adapter ou il faut en rajouter pour pouvoir faire la couverture fonctionnelle. Et potentiellement un peu de formation utilisateur si c'est une modification qui est assez conséquente. Donc vous voyez, en termes de livrables, ça dépend vraiment du cycle de vie de la solution et du projet où vous vous situez. Ça dépend également du contexte et du client sur lequel vous vous situez, puisque c'est le chef de projet qui va, avec le client, se mettre d'accord sur les livrables qui vont sanctionner la fin d'une étape, qui vont sanctionner un jalon, parce que souvent, lorsqu'il y a un jalon, il y a également une facturation qui est adossée. Donc le client, pour pouvoir payer le fournisseur, il va avoir besoin en fait de livrables pour justifier que ça va dans le bon sens et que voilà, le projet il progresse comme il le souhaite. Alors ça, c'était pour les projets gérés de manière traditionnelle, et je voudrais aussi vous parler des projets gérés de manière agile, donc les projets de système d'information toujours. Parce que là, on ne parle pas des mêmes livrables. Quand on est business analyst, déjà, j'en ai fait plusieurs des vidéos là-dessus, on n'a pas de rôle de business analyst en général, on a plein de rôles possibles. Je vous invite à regarder encore une fois des vidéos que j'ai faites avant. Mais le rôle qui s'en approche le plus, c'est ce qu'on appelle un product owner. Donc je vous ai dit avant que les livrables attendus par le client, c'était des livrables qui étaient décrits dans le cahier des charges. Or, en fait, en agile, contrairement au projet classique, eh bien, le périmètre du projet qu'on décrit dans le cahier des charges, il n'est pas consigné à ce moment-là. Par contre, l'analyse des besoins, elle reste indispensable. Il faut comprendre que dans les approches agiles, le cahier des charges, qui est envisagé dans la gestion de projet traditionnelle comme étant un pilier vraiment du début de tout projet, dans lequel on donne le délai, le budget et le périmètre fonctionnel, c'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités macroscopiques qui vont être implémentées dans la solution logicielle. Et bien, en agile, il ne s'agit plus d'un planning précis et à caractère définitif,
comme avec ce qu'on a l'habitude de faire dans les gestions de projets traditionnelles, parce que on ne peut juste pas spécifier pendant plusieurs mois un périmètre complet qui mettra encore plus de temps à être livré. Voilà. C'est juste l'agilité en tant que telle. On ne peut pas prévoir à l'avance le périmètre fonctionnel puisqu'on le découvre au fur et à mesure. Par contre, on va devoir malgré tout faire l'analyse des besoins et l'étude de l'existant parce que ça permet de fixer un objectif et la description des principales fonctionnalités attendues, de ce qu'on appelle le product goal, l'objectif produit. Donc ça va toujours perdurer dans le cahier des charges. Et le cahier des charges, il va toujours jouer un rôle pour le pilotage et la gestion de projet. Par contre, à l'inverse des projets gérés de manière traditionnelle, dans le cahier des charges, le point focal du pilotage, il va se déplacer. Avant, c'était le périmètre, en fait, qui était le périmètre fonctionnel, les fonctionnalités du logiciel, qui était vraiment le point central du cahier des charges. Et en Agile, le point central du cahier des charges est remplacé par la valeur attendue et apportée aux utilisateurs, au client final. Donc on ne parle plus de fonctionnalité, on parle de valeur apportée. Donc ça c'est pour la partie les livrables attendus par le client et qui, comme je vous l'ai dit, sont listés normalement dans un cahier des charges. Et en Agile, vous avez compris, c'est différent, on parle de valeur et non pas de fonctionnalité. En termes de livrables intermédiaires, je vais parler plutôt de la méthode Scrum, qui est la méthode agile la plus connue, la plus utilisée. En fait, on parle plutôt d'artefacts. C'est pas les livrables SFG, SFD, les spécifications fonctionnelles détaillées, générales, etc. n'existent pas en Agile. Par contre, on a ce qu'on appelle des artefacts. Et comme je vous ai dit qu'un business analyst, son rôle officiel n'existe pas, par contre ça se rapproche du rôle de product owner, eh bien je vais me rapprocher des artefacts qui sont attendus du product owner en Agile. Et ces artefacts, c'est essentiellement le product backlog et la décomposition du product backlog en product backlog items qui sont en général des user stories. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus dans 2 secondes. Alors, le product owner, il fait quoi? Il va décomposer le travail à réaliser pour livrer un produit, donc le logiciel, dans ce qu'on appelle un product backlog. C'est tout simplement la liste de tous les items qui vont permettre de réaliser ce logiciel. Et c'est quelque chose de dynamique. Tout au long du projet, tout au long des sprints, le product backlog va évoluer parce que tout simplement la connaissance va être incrémentale. Les utilisateurs, au fur et à mesure, vont dire bah oui, ça m'apporte de la valeur, mais ça finalement j'en ai plus besoin. Je préférais ça m'apportera plus de valeur dans mon travail opérationnel. Et donc le product backlog, c'est la responsabilité du product owner. Ensuite, la décomposition du product backlog en petites portions, ça va être la Scrum Team qui va réaliser ça. C'est ce qui va permettre de décomposer le product backlog en incréments de valeur à livrer à la fin d'un sprint. Je suis désolée pour celles et ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas tout ça. Je sais que ça peut être très technique, mais c'est pour expliquer que le livrable en agilité, c'est encore autre chose. Et puis enfin, à la fin d'un sprint, donc d'une itération qui dure entre 2 et 4 semaines en Scrum, la Scrum Team, l'équipe de développement et le Product Owner et les autres parties prenantes impliquées, elles vont inspecter les résultats et la valeur obtenue, et puis elles vont ajuster le Product Backlog et le sprint suivant. Donc en fait, quand on parle de livrable en agilité, à la fin d'un sprint, donc à la fin d'une durée qui est comprise entre 2 et 4 semaines en général, le livrable de toute l'équipe de Scrum, c'est un livrable du type produit fonctionnel. Par exemple, une portion du logiciel qui a été développée. Et donc, en fait, en agilité, on pense équipe et non pas individu. On n'est pas là pour juger les individus à titre personnel, mais on est là pour juger de l'avancement du projet au sein d'une équipe. Et donc, cette notion de livrable rattaché à un business analyst, on ne l'a pas de la même manière du tout. Donc là, c'est le livrable, on va dire officiel, c'est un produit fonctionnel à la fin d'un sprint. Quand on est product owner, le product backlog est donc l'artefact principal, le livrable principal. C'est quoi? C'est un engagement à long terme de respecter un objectif produit, c'est-à-dire l'état futur d'un produit qui va apporter de la valeur aux utilisateurs. Le produit dont on parle, ça peut être un produit physique, donc un logiciel, ça peut être un service,
Et puis ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Ça peut être même un processus. On peut utiliser l'agilité pour mettre en place des nouveaux processus et plutôt de le faire sur des mois et de réfléchir, de faire des workshops dans tous les sens. Et au bout de 6 mois, on produit un processus. Eh bien, en agilité, ça peut être des sprints qui permettent de réfléchir à la réorganisation des processus métiers, par exemple. Et donc, à la fin d'un sprint de 2 ou 4 semaines, on va pouvoir présenter une portion de ce processus. Donc, ça peut être quelque chose de très virtuel, en fait, hein. Après, dans le product backlog, il faut savoir que le product owner, il va devoir donc développer, expliquer clairement l'objectif du produit à l'équipe Scrum, le product goal. Il va devoir créer et communiquer clairement sur les product backlog items, donc les user stories. Il va devoir les ordonner. Et il va devoir s'assurer que le product backlog est transparent, visible et compris de tous. Et en fait, vous voyez, là, on ne parle pas de produits, de livrables, on va dire matériels, comme on a l'habitude de le voir dans les projets traditionnels. Un product backlog, c'est en général affiché au mur. C'est avec des post-it ou des fiches cartonnées qu'on punaise sur ce mur. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout pareil qu'en gestion de projet traditionnel. Quand vous rentrez dans le sprint, le product owner, il va être responsable de l'engagement à court terme de ce sprint en termes d'apport de valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le sprint goal. C'est le product owner qui va définir l'objectif du sprint en termes de produits, de valeur ajoutée. Et là, le business analyst, il peut aider à finaliser cette réflexion sur le sprint. Qu'est-ce que dans 2 ou 4 semaines, je veux apporter comme valeur la plus importante pour mes utilisateurs? C'est le business analyst, le product owner qui vont définir ce sprint goal. Et puis après, dans un autre artefact qui s'appelle un incrément, eh bien, à chaque fois que vous aurez un product backlog, un item du product backlog, une user story, qui aura donc satisfait à certains critères de complétude, eh bien, on va dire qu'il est le definition of done est réalisé. Alors ça encore, c'est des termes hyper spécifiques à la méthode Scrum et c'est pour ça que je dis souvent, quand on est business analyst sur des méthodes, à des approches agiles, il faut être formé, sinon ça va être chinois. Donc si vous ne me comprenez pas parce que vous pensez que c'est du chinois, c'est parce qu'il faut être formé en agile. Je veux juste que vous reteniez une chose, c'est qu'en agile, les livrables, ce n'est pas des livrables gravés dans le marbre, ce n'est pas de la documentation qui pèse 3 tonnes, qui fait 100 pages, ce n'est pas des spécifications fonctionnelles générales et détaillées, c'est à l'intérieur de l'équipe agile et donc c'est beaucoup plus abstrait ou matérialisé, comme je vous ai dit, punaisé au mur sur un product backlog ou alors renseigné dans des outils comme Jira. Voilà, c'est des outils qui permettent de mettre en avant non pas des livrables gravés dans le marbre puisque c'est très dynamique, mais des informations en fait, c'est plus ça. En tant que business analyst, vous allez aussi dans les projets agiles de systèmes d'information, et bien que la user story ne soit pas considérée comme un artefact, et bien ça fait partie de vos livrables, voilà, des choses que vous allez devoir produire pour faire avancer le projet. Je ne vais pas détailler, là encore, les user stories, c'est une manière d'écrire en fait une fonctionnalité de manière très simple avec une syntaxe particulière. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, écoutez, il va falloir que, si vous travaillez sur un projet agile, il va falloir que vous vous formiez là-dessus. Mais voilà, encore une fois, sachez que ce n'est pas de la documentation lourde, 100 pages, 200 pages, comme je peux le voir parfois, même beaucoup plus sur certains projets traditionnels où j'ai parfois eu des business analysts qui me disaient tout fiers « Ah, moi j'ai fait des spécifications, je suis presque à 500 pages. » C'est horrible. 500 pages à lire pour un développeur, 500 pages à lire pour un client, c'est pas possible. Eh bien, en agilité, on a beaucoup plus évidemment de légèreté. C'est le but, c'est d'avancer à la construction d'un logiciel sans avoir tout ce poids de la documentation. Il y a des inconvénients également, hein, bien entendu. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je vois l'heure, donc je vais m'arrêter là. Pour la partie agilité, il faut juste comprendre que le business analyst, dans un projet agile, il ne se limite pas à la rédaction d'un cahier des charges, comme je vous l'ai dit en commencement. Il est en fait au cœur de chaque sprint, de chaque cycle. Il est en interaction permanente en fait avec le reste de l'équipe et du client. Et donc, chaque partie doit trouver sa place dans tout ça. Et en termes de livrables, du coup, c'est pas du tout quelque chose, encore une fois, de fixe, même si vous aurez le product backlog, les user stories, vous aurez les critères d'acceptance, etc. Tout ce qui est en fait attendu pour avancer dans le sprint, mais ça, c'est pas considéré comme un livrable sanctionné par une facturation. Et d'ailleurs,
c'est important à comprendre ça, c'est que les notions de coût, de délai et de périmètre sont vraiment différentes entre les projets de système d'information classiques et les projets de système d'information agile. Dans les méthodes classiques, le périmètre du produit à développer, c'est vraiment une constante. Et après, pour réussir à atteindre ce périmètre fonctionnel, donc les fonctionnalités qu'on attend, eh bien, c'est les coûts et les délais qui vont être ajustés pour atteindre les objectifs. Alors qu'en Scrum ou en méthode agile, les délais et les coûts, par contre, sont définis comme des invariables. Et c'est le périmètre, les fonctionnalités qui vont être ajustées pour apporter de la valeur à l'utilisateur, aux utilisateurs et aux clients. Donc c'est vraiment une autre manière d'aborder les choses. Et donc c'est là qu'effectivement, quand il y a des contrats de travail entre une société de service, par exemple, une ESN et un client, parfois c'est compliqué parce que le contrat de travail, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, il est rigide quand on travaille sur les projets traditionnels et il doit être flexible quand on est en contexte agile. Or, évidemment, contractuellement, c'est toujours compliqué d'accepter une flexibilité du paiement, du règlement ou des valeurs apportées lorsqu'on est côté client. Donc, c'est des choses un petit peu compliquées quand on agit de manière agile et en tant que business analyst, vous voyez, les livrables, en fin de compte, c'est de la flexibilité et être capable en fait d'avancer au fur et à mesure que les sprints avancent et que le product backlog avance. Et c'est non pas, encore une fois, des documents figés dans le marbre. Dernier point, les livrables de la business analyse lorsqu'on parle de gouvernance et métier. Donc là, je vous ai parlé des systèmes d'information. Mais en fait, vous pouvez être business analyst, métier et gouvernance. Vous pouvez être amené à faire de l'amélioration continue. On peut vous demander de redéfinir des processus métiers. On peut vous demander de mettre en place des indicateurs de performance. On peut vous demander de faire un benchmark produit. Par exemple, le client, il a, je dis n'importe quoi, il a besoin de mettre en place un outil, un ERP par exemple. Un ERP, donc un Enterprise Resource Planning du type SAP, JD Edwards. Donc c'est des gros outils qui permettent de gérer l'intégralité ou une partie d'une activité d'une entreprise, qui permet de gérer les ressources humaines, la logistique, la comptabilité, le commercial, etc. Donc ces ERP, parfois, le client, il ne sait pas lequel choisir. Il a le choix entre plein différents, SAP, JDE ou plein d'autres qui sont ou des open source, etc. Il peut vous demander, en tant que business analyst, de réaliser des études comparatives. Donc, ce sera typiquement un livrable, un benchmark. Ça peut être aussi, on vous demande d'être facilitateur sur des animations de workshop, de design thinking par exemple. Votre livrable, ça sera tout simplement la réalisation de cet atelier de travail ou peut-être la fourniture des supports de l'atelier. Ça peut être également, vous pouvez être, par exemple, faire le business case. Ça peut être juste ça, votre mission en tant que business analyst, faire l'étude financière, le business case. Et ça sera votre livrable. Vous pouvez être aussi amené à faire une étude d'opportunité, tout simplement. Ça va être votre mission. Donc, vous voyez, quand vous êtes business analyst, gouvernance et métier, c'est au cas par cas, en fait. Voilà. Je ne peux pas vous dire là maintenant, voici vos livrables, contrairement au projet de système d'information traditionnel où j'ai pu vous nommer tous les livrables existants parce qu'on retrouve toujours les mêmes. Eh bien, dans la gouvernance et tout ce qui est business analyse métier, c'est du cas par cas, tout simplement. Voilà, j'espère que je vous en ai dit suffisamment pour que ce soit un petit peu plus clair. Vous voyez, c'est pas une réponse si simple que ça, même si j'essaye de synthétiser dans mon blog. En réalité, c'est un métier qui est tellement vaste que c'est vrai qu'il faut l'adapter aux demandes clients. Et souvent, j'ai des retours d'ailleurs de business analysts qui me disent « Ah bah tiens, dans ton blog, t'as pas parlé, enfin, tu mentionnes l'analyse de l'existant comme étant une activité, mais moi, mon chef de projet me le demande comme livrable. » Ben oui, effectivement, il y a des fois, l'activité analyse de l'existant va être sanctionnée par un document qui va être mis dans la feuille de route du chef de projet et qui est prévu en fait comme résultat au niveau d'un jalon et qui va parfois faire l'objet d'une facturation. Donc adapté à ce que vous vivez en tant que business analyst. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, je vais faire le dernier live de l'année 2020 et je vais donc vous parler d'un autre sujet, puisqu'on me l'a plusieurs fois réclamé. On m'a demandé d'expliquer un petit peu comment moi j'en suis arrivée à devenir business analyst, comment je me suis reconvertie, puisque je suis effectivement, comme beaucoup d'entre vous, reconvertie.
J'ai fait un autre métier avant et donc je me suis dit avant Noël, on va être un peu plus léger et je vais vous expliquer comment je suis arrivée à devenir business analyst, quelles sont mes joies et mes galères, puisqu'il y a des choses super, puis il y a des choses aussi qui m'ont bien fait ramer pour en arriver à une expertise pas mal d'années plus tard. Donc je vais vous les partager si ça peut vous aider à un peu relativiser ce que vous vivez ou si ça peut vous motiver pour vous reconvertir dans un métier qui est génial. En tout cas, quand on le maîtrise, parce que c'est vrai que quand on ne le maîtrise pas, ça peut être un peu compliqué. Eh bien, écoutez, je vais vous livrer un petit peu tout ça la semaine prochaine, jeudi à 12h15 comme d'habitude, heure française. Après, il y aura une interruption pendant 15 jours avant la reprise de 2021. Merci beaucoup d'avoir participé au direct et n'oubliez pas de liker, de partager et puis de me poser vos questions si vous en avez par mail. N'hésitez surtout pas pour que j'aborde la réponse à vos questions dans un live ultérieur. Voilà, ciao tout le monde, à bientôt en tout cas pour une prochaine aventure. Ciao tout le monde.